Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 20e Selling Café. Aujourd'hui, on va traiter de CSRD, décarbonation. On a voulu faire le point sur ces sujets-là, notamment d'un point de vue réglementation. Et aujourd'hui, comme d'habitude, des spécialistes du sujet avec Nolwenn David. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Régis Courtin. Bonjour Régis. Bonjour. Donc, qui vont être nos deux experts du moment, et mon collègue néanmoins aussi expert, Antoine Graal du Pôle Europe. Bonjour Antoine. Bonjour Arnaud. Et va nous rejoindre Héloïse Le Goff, donc du Crédit Agricole pour les aspects financement en deuxième partie de ce webinaire. Alors, on va avoir une petite présentation à vous partager qu'on vous enverra aussi dans un second temps. Je la mets au début. Voilà. Et je vous laisse la parole. Peut-être Nolwenn ou Régis sur la partie sommaire un peu. Oui, donc là, merci Arnaud, on va évoquer dans un premier temps quelques acronymes qui peuvent faire peur, mais qui vont permettre de poser le contexte, pour voir ensuite les enjeux et les risques sur le secteur du maritime spécifiquement. Ensuite, on fera un focus sur la CSRD et la VSME, donc sur les actualités réglementaires. Puis c'est là qu'interviendra le Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Ensuite, on va parler de la partie décarbonation pour arriver sur une opération collective en lien avec l'ADEME. Et à la fin, donc, il y a la partie questions, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. On tâchera d'y répondre un peu au fil de l'eau. Merci. Antoine ? Ouais. Je vous propose donc de commencer en décryptant quelques acronymes. L'idée, c'est pas d'être exhaustif, c'est plutôt de comprendre la logique d'ensemble, de défricher un peu le terrain avant d'entrer dans le vif du sujet avec Nolwenn et Régis tout à l'heure. D'un côté, on a la réduction de l'empreinte carbone, donc les sujets de décarbonation. De l'autre, il s'agit de rendre cette transformation visible, mesurable et pilotable à travers les outils comme la CSRD, VSME, CS3D, dont on va expliquer les acronymes dans quelques instants. Pour remettre rapidement en perspective côté français, ce dont on parle s'inscrit plus globalement dans la SNBC, voilà, premier acronyme, la stratégie nationale bas carbone, qui fixe la trajectoire de réduction des émissions de la France jusqu'à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et donc les réglementations européennes dont on va parler tout de suite s'inscrivent et sont dans ce contexte et sont des outils en fait de mise en œuvre de cette trajectoire. Certaines s'appliquent déjà pleinement, d'autres s'appliquent pour le moment de manière transitoire et d'autres encore seront transposées dans le droit français dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années. Si on démarre du coup par les acronymes autour de la décarbonation du maritime, on a 3 grandes législations principales au niveau européen, le SEC, le MACF et le FuelEU Maritime. Le SEC, c'est donc le marché carbone européen. Il est également plus connu sous le nom de ETS pour son acronyme anglais. Et ça fonctionne en fait comme une bourse du carbone. Donc chaque acteur doit acheter des quotas pour ses émissions de CO2. Depuis 2024, ce marché carbone intègre le transport maritime pour les navires de plus de 5000 tonnes. Pour le moment, c'est en période transitoire et donc il y a une montée progressive depuis 2024 jusqu'à 100% des émissions couvertes, normalement à partir de 2026. À côté de ce marché carbone, on a le MACF ou le CBAM, qui est Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui a été mis en place il y a 3 ans pour éviter les fuites de carbone. Donc, la fuite de carbone, c'est la relocalisation des industriels en dehors de l'Europe pour échapper au marché carbone. Et pour également éviter la concurrence déloyale sur certains produits. Il se met en place progressivement en parallèle de la réduction des quotas gratuits qui sont attribués aux industriels dans le cadre de l'ETS. Donc l'idée, c'est assez simple. En gros, plus on émet, plus on paye. Il y a juste des discussions en ce moment sur justement la trajectoire de réduction des allocations gratuites. Elles sont prévues pour être terminées en 2039. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce ne sera pas le cas? Les débats sont assez intenses en ce moment et il y a une révision de l'ETS qui est prévue d'être proposée par la Commission européenne cet été.
on devrait en savoir un petit peu plus. À côté de ça, il y a le FuelEU Maritime. On ne joue pas vraiment ici sur le prix, mais plutôt donc sur la norme. Et donc, il fixe des limites maximales pour l'intensité moyenne annuelle en gaz à effet de serre de l'énergie utilisée à bord. Donc, les armateurs doivent réduire progressivement l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les bateaux. Ça concerne également les navires de plus de 5000 tonnes qui font escale en Europe. Le fonctionnement est ici assez concret, donc il y a des objectifs de réduction à atteindre par année. Donc vous voyez sur la slide, baisse de 2% d'ici 2025 et réduction jusqu'à 80% d'ici 2050. Des pénalités sont prévues s'il y a non-respect des mesures. Et il y a ensuite des mécanismes d'incitation prévus dans ce texte. Pour la PPV, par exemple, on peut parler du Wind Reward Factor, qui est un bonus accordé aux navires qui utilisent la propulsion vélique. Ça permet donc d'améliorer leur performance carbone et de se mettre en conformité avec ce règlement. Juste Antoine, oui. Tu parles en tonnes. Effectivement, le carbone a une valeur. Est-ce qu'elle est fixe, variable? Non, là, oui, elle est complètement variable. Le prix du carbone change tous les jours et dépend du contexte géopolitique en général. Et on estime pour que le marché carbone soit efficace, il faudrait un prix de la tonne de carbone autour de 90-95 euros. Voilà, pour le deuxième sujet de la matinée, celui sur lequel Régis et Nolwenn vont passer pas mal de temps. Les sujets de durabilité et de reporting, donc CSDDD, donc CS3D, CSRD, taxonomie, SFDR pour les mécanismes de finance verte. Je vous ai proposé ici un petit schéma que j'ai trouvé sur un site dont vous avez la source sur les slides qui permet de visualiser un petit peu comment tout ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Vous aurez les slides par la suite, je pense, donc vous aurez le temps de vous y remettre. Donc, on a 3 acronymes clés. La CS3D, l'objectif, c'est donc, ça fixe des obligations pour identifier et réduire les impacts sur toute la chaîne de valeur. Ça couvre en particulier les grandes entreprises. Mais comme on couvre toute la chaîne de valeur, les sous-traitants des grandes entreprises peuvent potentiellement être concernés également par ces mesures. Donc, ça peut s'appliquer aussi aux PME. La CSRD, donc c'est une obligation pour les grandes entreprises de publier des données détaillées de ESG. Et ces données détaillées sont définies par ce qui s'appelle ESRS, donc les European Sustainability Reporting Standards, qui sont donc ces normes de reporting de durabilité auxquelles doivent répondre les grandes entreprises. Donc, comme je le disais, même si ces réglementations concernent en particulier les grandes entreprises, les PME sont également concernées donc, en tant que fournisseurs, en tant que sous-traitants, et parce qu'elles devront de toute façon s'aligner progressivement pour attirer des partenaires potentiellement, mais aussi des investisseurs. Et c'est là qu'on va parler du coup de la VSME, donc le Voluntary Sustainability Reporting Standard, qui sont donc des normes volontaires de reporting pour permettre aux PME de se mettre en conformité en anticipation. Et je pense que ce sera détaillé bien plus par la suite dans le webinaire. Ces 2 textes principaux ont été révisés très récemment par ce qui s'appelle l'Omnibus. Donc c'est toute cette volonté de simplification de la Commission européenne pour revoir à la baisse si on parle d'ambition et à la hausse si on parle juste des cadres, les textes. Et donc, voilà, les seuils ont été relevés pour les seuils d'applicabilité. En fait. Donc, par exemple, la CS3D, il faut que ça touche les entreprises de plus de 5000 salariés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Et une 3e catégorie dont on peut parler ici, c'est donc tout ce qui concerne le financement. Parce que voilà, c'est bien de se mettre en conformité, mais à quoi ça sert? Et ça peut permettre d'attirer notamment des investisseurs. Et donc, on a d'un côté des financements publics qui sont issus du marché carbone. Donc ça, c'est les premières slides. Donc, on a notamment le Innovation Fund, avec un appel dédié aux maritimes qui est prévu pour 2027. Il y a la stratégie maritime industrielle de l'UE qui a été publiée il y a à peu près 3 semaines maintenant, dans laquelle est annoncé qu'1,5 milliard d'euros seront engagés d'ici 2030 pour des projets de décarbonation maritime.
Et au niveau national, on a des outils comme le Fonds de décarbonation maritime, dont on attend toujours la publication de l'appel. Il semble qu'il y ait quelques petits sujets encore entre les différents ministères avant de pouvoir le publier. On a de l'autre côté, donc suite à, je vous remets le schéma rapidement des outils de reporting, voilà, on a donc les outils de finance plutôt côté financement privé avec SFDR et taxonomie. Qui sont donc deux règlements. Donc la taxonomie met en place une classification des activités économiques qui permet aux investisseurs du coup de reconnaître ce que sont des activités dites durables. Et donc si on se met en conformité avec ça, ça peut permettre d'attirer des investisseurs qui ensuite peuvent faire valoir leurs investissements verts. Et donc le reporting devient une clé d'accès au capital. Et on a deux dynamiques qui sont complémentaires. On a des financements publics d'un côté pour accélérer la transition, des financements privés dont l'accès est facilité grâce à la transparence et à la qualité du reporting. Et pour les PME, ça peut vouloir donc dire des opportunités de financement, mais une nécessité de se structurer en amont pour pouvoir y accéder. Et donc dans les deux cas, ça permet d'avoir des opportunités à saisir dès maintenant en fait pour devenir plus compétitif, plus attrayant, pour attirer des potentiels partenaires et pour financer notamment des projets de décarbonation. Et au milieu de tout ça, on a donc toute une chaîne de valeur qui doit s'adapter et se structurer autour de ces textes clés. Et voilà, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Régis Nolwenn. Donc voilà, Régis Nolwenn, je vous laisse la parole pour la Merci. Merci Antoine, je pense que c'était très clair parce qu'il n'y a pas de questions. Mais non, merci pour cet éclairage assez précieux pour commencer. Après, Nolwenn, Régis, je vous laisserai parfois expliquer les acronymes qu'a évoqué Antoine pour essayer d'éviter de perdre les gens. Alors, je vous laisse la parole pour redonner un petit peu le contexte et maintenant voir, maintenant qu'on a le contexte, comment ce qui se passerait concrètement. C'est Régis, c'est toi qui commence? C'est ça, merci Arnaud et merci Antoine. Donc effectivement, l'idée là, c'est au-delà des enjeux et des risques au niveau juridique, toutes les contraintes, c'est de voir quels sont les risques et opportunités au-delà de ces réglementations. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc là, avant de rentrer dans le détail sur les sujets des risques et opportunités, c'est bien de recadrer le contexte et le périmètre. Quand on parle de secteur maritime, on parle effectivement de trois grandes familles, tout ce qui est nautisme, plaisance et course au large. Et puis, il y a le transport maritime et logistique et tout ce qui est services et industrie connexes. Alors, quand on parle de services et industrie connexes, on parle effectivement des EMR, des énergies marines renouvelables, et puis tout ce qui est les services pour la dépollution des eaux maritimes. Donc, sans rentrer dans le détail, puisque ça a été très bien fait par Antoine, l'idée sur ce visuel, c'est de dire qu'effectivement, il y a une loi européenne qui va être qui est déjà en cours, qui permet effectivement aux entreprises de se fixer des objectifs à 2030, 2040, 2050 et d'atteindre la neutralité carbone à 2050. Alors, neutralité carbone, ça veut dire qu'il faut avoir, c'est pas zéro émission de gaz à effet de serre, c'est d'avoir des compensations qui permettent d'avoir la neutralité carbone. Sur d'autres facteurs externes, alors Antoine l'a très bien présenté, mais là, c'est un visuel qui permet de le dire différemment. En fait, au niveau de la Banque de France, on sait aujourd'hui qu'il y a la notion de double notation des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la double notation? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les critères ESG, d'une façon générale, sont la carte d'identité financière pour les banques. Elle va en fait mesurer quelle est l'empreinte carbone, quelle est la responsabilité de l'entreprise dans le monde, vers l'externe, en fait, avec ses émissions de gaz à effet de serre, et quel va être l'impact, le risque du monde de l'externe vers l'entreprise. Et là, on parle effectivement de risque de transition. Donc, il y a effectivement des notations qui sont mises par rapport à des niveaux différents de réchauffement climatique. Et ces impacts ont un impact différent en fonction du secteur, de la filière et du territoire de l'entreprise.
Donc là, ça reprend ce que disait Antoine, hein, ça veut dire qu'il y a effectivement des enjeux au niveau européen. On parle de double matérialité, on parle d'impact et de financier. Ça veut dire qu'au-delà de business as usual pour l'aspect financier, il y a effectivement de plus en plus de sujets au niveau impact, environnementaux et ESG qui sont pris au niveau européen. Au niveau des risques, alors on peut parler de risques physiques, hein. Il y a effectivement l'impact de mon entreprise dans le milieu maritime, sur l'océan, sur la mer. Il y a effectivement le côté rétroactif, c'est quel est l'impact du monde sur mon entreprise. Alors ça va être au niveau géopolitique éventuellement, Antoine en a parlé, ça va être après les risques physiques aussi, tous les risques qu'on le sait, hein, qui s'amplifient et qui sont de plus en plus imprévisibles de l'environnement sur mon activité. Donc, si on fait un focus sur les risques physiques, on sait qu'aujourd'hui, il y aura une multiplication des événements extrêmes qui sont non maîtrisables. Donc, il va falloir s'adapter à ces événements extrêmes. Ça a des conséquences, pourquoi pas, sur la sécurité des navires, sur les calendriers, sur le transport des marchandises et des personnes. Notamment les assurances, en fait, en termes de primes, revoient leurs copies. On sait très bien qu'elles vont augmenter les risques d'assurance, donc les primes d'assurance. Les élévations du niveau de la mer, on sait très bien qu'aujourd'hui, les infrastructures portuaires vont être touchées, vont devoir s'adapter pour protéger effectivement les infrastructures, les outils de production. Et il y a effectivement aussi les impacts sur l'environnement, notamment la biodiversité, qui va avoir des incidences sur le contexte touristique, sur les activités de plaisance et le tourisme du littoral. Alors, il y a des risques marchés également et de technologie. Alors, on parle d'actifs échoués, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que les navires ou les bateaux qui ont effectivement des propulsions thermiques à 100% vont avoir une dépréciation d'actifs, puisqu'effectivement, le futur est plutôt vers le transport vélique, le transport zéro émission direct. Et puis, on parle d'attractivité aussi. On sait très bien qu'il va y avoir de plus en plus d'enjeux de marque employeur et par rapport à cette visibilité, ce rayonnement dans le maritime. Alors au niveau des donneurs d'ordre, Antoine en a parlé aussi un peu, il y aura une pression de plus en plus accrue de certains donneurs d'ordre, pas tous, mais quand même certains. Il y a des enjeux importants, il y a des conséquences sur les chaînes de valeur en amont et en aval. Même si on est une petite entreprise aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut être dépendant directement par rapport aux donneurs d'ordre et on va devoir effectivement adapter son offre par rapport aux grands donneurs d'ordre. Et donc, on verra après plus précisément l'intérêt de cette VSME qui permet effectivement aux petites entreprises, TPE, PME, de répondre à ses partenaires. Donc le risque financier est important. On verra après au niveau bancaire, effectivement. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des prêts maritimes, il y a un enjeu important pour les entreprises de pouvoir prouver sa durabilité, et notamment par rapport à son modèle économique. Aujourd'hui, parler essentiellement de compte d'exploitation et de capacité de remboursement à court terme, ce n'est plus forcément suffisant. Il faudra prouver effectivement une capacité de durabilité de son activité. Alors les opportunités, il y a effectivement, de façon très, très, très rapide, hein, des enjeux et des opportunités par rapport aux matériaux, à la fabrication des navires, hein, tout ce qui est équipement aussi dans le monde maritime. On parle aussi de déconstruction propre, on parle donc d'économie circulaire, on parle de biocomposites, de biomatériaux. L'analyse de cycle de vie, c'est un sujet qui va être de plus en plus prégnant dans l'analyse des impacts. On va parler de cycle de vie. On sait qu'aujourd'hui, le refit, ce sont des niches et des marchés qui vont se développer, même si ça reste encore des petits marchés, mais il y a un fort potentiel sur ces marchés-là. Et puis donc, on arrive vers les défis de la décarbonation qui sont le défi des zéro émissions directes. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, comme l'a dit Antoine, hein, il y a des grands enjeux par rapport au fuel, par rapport aux émissions directes carbonées. Il faudra effectivement choisir la bonne technologie. Il y a un retour au vent, au transport vélique. On voit que les grands porte-conteneurs aujourd'hui s'équipent de voiles, rigides ou plus ou moins rigides, hein. Et puis, il y aura l'efficacité technique, opérationnelle, d'ingénierie sur effectivement les carènes, la réduction de la vitesse ou le slow street streaming et le routage météo intelligent. Tout ça permet d'optimiser effectivement sa route, puisqu'on sait très bien aujourd'hui qu'un transport vélique ne permet pas de faire une ligne droite. Et je laisse la parole à
Nolwenn. Merci Régis. Donc là, l'idée, ça va être de faire le point un peu sur la CSRD et la VSME qui ont CSRD qui était votée en 2023 et qui a été remise au sujet des discussions européennes en 2025. Donc en février 2025, il y a eu l'annonce de ce qu'on a appelé l'omnibus, qu'Antoine expliquait tout à l'heure, donc qui est un ensemble de révisions réglementaires. Donc ils ont annoncé la révision de la CSRD et de la CS3D notamment. Il a fallu 1 an, c'est en février 2026, là il y a 1 mois, que ça a été publié, que les textes ont été officiellement publiés dans le journal officiel. Donc à aujourd'hui, on attend la transposition en droit français qui est attendue là dans les prochains mois. Juste dans les grandes étapes qui ont eu lieu, donc il y a eu un décalage de 2 ans qui a commencé par être voté puisqu'il y a des entreprises qui devaient être soumises et qui se retrouvaient dans un flou juridique. Après, il y a eu des tolérances qui ont été prolongées. Et là, aujourd'hui, on attend là sur le 2e trimestre le contenu de la CSRD. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt les seuils qui ont été revus et les dates d'application. Le contenu est attendu là sur le 2e trimestre. Et l'Europe a souhaité recommander fortement la VSME, qui est donc l'équivalent pour les plus petites entreprises, puisque désormais les seuils de la CSRD sont passés à 1000 salariés et plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui enlève à peu près entre 80 et 90% du marché, enfin des entreprises qui étaient soumises en 2023. Donc voilà, ça c'est plus le rappel de ces termes anglophones, mais qu'on a déjà abordés. Ça, c'est les sujets qui sont... Donc, qu'est-ce qu'on traite dans ce reporting extra-financier? Il y a à la fois la dimension environnementale, la partie sociale et la partie gouvernance. Les thèmes n'ont pas changé entre la première version et celle d'aujourd'hui. On est toujours sur la notion de changement climatique, pollution, l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire. Sur la partie sociale, on est à la fois sur les salariés, mais aussi sur la chaîne de valeur, y compris sur l'utilisateur final ou sur les populations qui vont être autour de ce qu'on appelle les communautés affectées. Et puis la notion de gouvernance. Et ces sujets sont les mêmes entre la CSRD et la VSME. Donc après, l'objectif tel que ça a été construit, en fait, l'idée, c'était d'avoir ces thématiques-là, de voir lesquelles sont importantes dans votre activité, ce qui n'est pas forcément le cas selon les secteurs. Enfin, ce qui n'est pas toujours c'est pas les mêmes thématiques qui sont toujours les plus importantes selon le secteur. Donc là, c'est via la double matérialité, en fait, qu'on vient prioriser ces sujets-là. Et là, c'est des exemples de rapports du secteur maritime en Europe, des entreprises que j'ai pu trouver. Vous avez les liens vers les rapports complets sur chacune des slides. Donc souvent, ce résultat de priorisation des sujets, il est présenté sous forme de matrice, avec un axe sur les conséquences sociales et environnementales, ce qui va être ce qu'on appelle l'impact, et les conséquences financières pour l'entreprise. Et donc, un sujet qui va avoir une importance financière ou bien environnementale ou sociale forte, il faut le traiter, il faut avoir un plan d'action et des indicateurs. Donc voilà, ça c'est d'autres exemples, toujours sous forme de matrice, qui viennent prioriser donc, ces sujets-là. Encore un autre cette fois-ci en Norvège. Et donc les différentes couleurs que vous voyez, là, les différentes nuances de vert, c'est ce qui va être fortement important, moyennement important ou faiblement important. Donc l'idée globale de tout ça, c'était d'avoir, en tout cas de la CSRD avant, c'était d'avoir un questionnement sur est-ce que j'intègre le changement climatique, par exemple, dans la gouvernance? Ensuite, c'est quoi ma stratégie par rapport à ce changement climatique? C'est quoi mes politiques et plans d'action? Et c'est quoi mes indicateurs? Donc, il y a un peu cet effet entonnoir qui est évoqué. Et avec la nouvelle version de la CSRD, a priori, il y aurait ce sujet de gouvernance qui serait traité un peu différemment. Donc ça, je ne vais pas forcément le détailler là, mais c'est les grandes... Donc, la CSRD est composée de plusieurs chapitres qui sont appelés des ESRS. Ça, c'est le résumé très macro des 2 premiers ESRS qui sont transverses, qui n'ont pas beaucoup évolué. Alors, ils ont été allégés, mais pour l'instant, on est sur un brouillon. Ça doit être voté au 2e trimestre, je le disais.
Dans la proposition qui a été faite, pour l'instant, il n'y a pas d'énormes changements, si ce n'est un peu de simplification sur ces deux sujets-là. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est sur les chapitres thématiques. Donc là, c'est l'exemple du changement climatique. Dans la première version de la CSRD, on avait vraiment cette dimension de l'intégration du changement climatique dans la gouvernance, dans la stratégie, et avec ensuite 2 blocs sur plan d'action et indicateurs. Donc là, ce que j'ai barré, c'est ce qui va évoluer, enfin, en tout cas, ce qui dans la proposition est censé évoluer. Donc, on enlèverait cette dimension gouvernance, on simplifierait cette dimension stratégique avec uniquement une demande sur un plan de transition, que ce soit sur l'adaptation ou sur l'atténuation, il y aurait les deux. Ensuite, politique et plan d'action et les indicateurs qui n'évoluent pas, enfin, qui, côté changement climatique, n'évolueraient pas tant que ça. Par contre, si on prend un autre, alors je ne les ai pas tous faits, mais si on prend un autre qui est l'économie circulaire, là, on avait juste la partie, donc avant, on avait juste la partie plan d'action indicateur. Sur la version qui est proposée, on simplifierait la partie plan d'action et globalement, les indicateurs, il y a des indicateurs qui sont enlevés sur les incidences financières. En fait, dans les premières versions des textes, on demandait d'estimer combien va coûter l'utilisation, enfin le fait de mettre en place une économie circulaire dans l'entreprise, quelles sont les conséquences financières que ça peut avoir, ce qui pouvait être des fois assez compliqué à estimer. Donc là, dans la proposition qui est faite, il n'y aurait plus ces indicateurs sur les incidences financières. Voilà, et donc sur le personnel, bon, je ne vais pas tous les détailler, mais l'idée, c'est de montrer que voilà, ça a été simplifié et que la dimension gouvernance et stratégique est vue un peu différemment. Et donc là, c'est un tableau récapitulatif sur les différents sujets, les différents thèmes qui sont abordés. Donc la notion de gouvernance va être exclue des textes détaillés, mais va être mise en transverse. La stratégie, donc ça reste une priorité de l'Europe, c'est le changement climatique et la biodiversité. Les autres seront simplifiés a priori. Et il y aura toujours ce sujet du coup de plan d'action et d'indicateurs. Pour ce qui est de la VSME, donc on va être sur les mêmes thématiques que ce qui est dans la CSRD, mais abordé un petit peu de façon beaucoup plus légère. Et cette VSME constitue le maximum d'informations qu'un donneur d'ordre a le droit de vous demander. Après, il y a la pression du marché qui peut être là aussi, mais légalement parlant, ils ne peuvent pas vous demander plus d'infos que ce qui est dans cette VSME. Donc là, c'est en gros une présentation de l'entreprise. Ensuite, il y a tous les aspects environnementaux. Et là, le contenu de chaque case, c'est vraiment les indicateurs qui peuvent vous être demandés. Donc, on retrouve cette notion d'émissions de gaz à effet de serre. Et sur le reste, on est sur des choses assez classiques et qui sont en général assez facilement collectables dans les entreprises. Et donc, dans la VSME, il y a un module de base qui est précédé par la lettre B. Et là, ce qu'on voit, c'est du C, c'est le module complémentaire. Si vous avez un donneur d'ordre, il vaut mieux aller sur le base et le complet, faire les deux. Donc, c'est soit vous faites que le base, soit vous faites les deux, base et complet, avec du coup quelques infos complémentaires à renseigner. Sur la partie RH, on va rester sur des choses qui sont déjà traitées dans le droit français, dans le droit du travail. Et sur le complémentaire, on va poser des questions par rapport aux fameux devoirs de vigilance, donc notamment sur le travail des enfants. Et sur la partie gouvernance, c'est surtout le chiffre d'affaires qui peut être fait dans des secteurs controversés comme la production d'armes, tabac, combustibles fossiles et les produits chimiques. Donc de façon très synthétique, la CSRD a un volet d'obligation, là où la VSME n'en a pas pour l'instant, mais il est question dans les années qui viennent que ça devienne obligatoire. Les seuils, donc c'est 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives, là où la VSME du coup n'en a pas pour l'instant. On aborde les mêmes sujets, les exigences sont à peu près les mêmes et le nombre d'indicateurs, en tout cas de points de données, n'est pas le même. On était à 1200 à peu près dans la CSRD avant. On descendrait là sur la proposition autour de 600, sachant que 600, c'est si vous faites l'intégralité de ce qui est demandé. Il y a toujours ce filtre de matérialité à appliquer.
Donc, si un sujet n'est pas important pour votre secteur d'activité, pour votre entreprise, les points de données en question ne sont pas à traiter. Et au niveau de la VSME, on en compte à peu près une vingtaine, mais la façon de compter est un peu différente aussi entre les deux textes. Dans la CSRD, on va compter chaque paragraphe en fait comme étant un point de données. Dans la VSME, ça va être un peu les sortes de grands chapitres en fait qu'on va compter. Donc, il faut apprendre avec précaution ces quantités, mais on est quand même sur un référentiel beaucoup plus light côté VSME. Et là, du coup, je vais laisser la parole à Héloïse qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Héloïse, bienvenue. Merci Merci de nous avoir rejoints. Par rapport à cette réglementation, on trouvait intéressant d'avoir le point de vue d'une banque comme le Crédit Agricole par rapport à tout ça. Donc, je te laisse la parole. Merci. Merci. Juste petite question technique, c'est moi je peux passer les slides ou c'est... Oui. Ok, super, merci. Juste avant de démarrer, donc Héloïse Le Goff, moi je travaille au Crédit Agricole des Côtes d'Armor sur tous les sujets en lien avec la stratégie de transition, non pas forcément en interne sur par exemple la production de notre bilan carbone ou de notre CSRD. Moi, je vais plutôt travailler côté client, transformation des métiers et intégration de ces sujets-là dans nos process et notamment liés bien sûr au financement. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous partager assez simplement et concrètement l'intégration de ce qu'on appelle les critères ESG dans les financements par rapport à vos entreprises, donc à ce qui se passe sur le marché. Vous avez déjà dû voir certaines choses, mais à ce qui va arriver aussi de plus en plus et d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça va s'intensifier, donc en lien avec tout ce qui a été dit aussi avant. La première chose, donc on a eu une présentation sur les réglementations européennes, notamment la CSRD, la taxonomie et la CS3D aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces réglementations qui nous sont envoyées par l'Union européenne vont concerner beaucoup d'entreprises, donc toutes les grandes entreprises qui dépassaient les seuils qui ont été présentés aussi, mais vont concerner aussi les banques en tant qu'entreprise. Il faut savoir qu'au-delà de ces réglementations européennes, au niveau bancaire, on a un cadre de bancaire qui est très important et qui nous est imposé par la Banque centrale européenne et vérifié par l'autorité des banques. Ça, pour nous, côté bancaire, qu'on soit Crédit Agricole, CMB, BNP, etc., c'est pareil pour tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui régit comment on va fonctionner et comment on exerce nos métiers. Si je veux simplifier les choses là-dessus, en gros, la BCE, on ne peut pas faire de lobbying autour de ça. On doit suivre ce qui est imposé. Et la BCE, c'est elle qui délivre, hein, bien sûr, les licences bancaires. Donc, si on n'applique pas, on se met en danger. Et quand on n'est pas aux attendus, on peut vite se faire rattraper comme on l'a eu récemment au sein du groupe Crédit Agricole sur des délais notamment. Donc, c'est très sérieux. Il faut savoir que je vous parle de la BCE tout simplement parce que la BCE, depuis quelques années, a intégré une nouvelle réglementation, ou en tout cas des nouvelles directives attendues auprès des banques liées aux risques. Les risques qu'on appelle ESG pour environnement, social et gouvernance. C'est les mêmes critères, entre guillemets, les mêmes grandes thématiques qu'on va retrouver dans la CSRD, dans la VSME et dans tous ces sujets réglementaires. L'idée, c'est que la partie risque bancaire ne peut pas juste se contenter d'un regard financier, qu'on doit aller regarder ce qui se passe dans l'extra-financier, puisqu'aujourd'hui, l'un et l'autre sont intimement liés. Et donc, quand une entreprise prend des risques sur des sujets financiers ou extra-financiers, bien sûr, la banque aussi en prend. Donc, on doit avoir ce regard. Donc ça, c'est imposé à toutes les banques. Ce qui est attendu normalement dans les lignes directrices, c'est qu'on intègre des critères ESG dans nos conditions d'octroi, donc tout ce qui est financement et entrée en relation. Ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est que d'une banque à l'autre, comme d'une entreprise à l'autre, les risques et les politiques crédit peuvent être différentes.
Donc, on a une imposition, une ligne directrice générale, mais son application peut être un petit peu différente, en fait, selon si on est au Crédit Agricole, des Côtes d'Armor ou au Crédit Agricole du sud de la France, par exemple. Alors, comment expliquer le sujet et comment ça marche? Donc, en fait, on parle de finances durables d'un point de vue global. Ce que vous voyez ici au milieu, au niveau de l'œil, c'est ce qu'en fait, on a toujours fait historiquement, c'est-à-dire que quand un client, que ce soit un agriculteur, un entrepreneur, une grande entreprise, une association, une collectivité publique, vient voir la banque pour une demande de financement, jusqu'à aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur ce qu'on appelle l'analyse financière classique, que tout le monde connaît, entre guillemets, où on va analyser le capital matériel de l'entreprise à travers notamment un bilan, un compte de résultat ou un prévisionnel. Là, on se base sur de la donnée chiffrée, assez tangible, tous les sujets forcément liés au chiffre d'affaires, aux résultats, à la trésor, à la capacité de remboursement, etc. Ce que nous demande la Banque centrale européenne, c'est que notre analyse sur les financements, sur l'accompagnement et du risque, finalement, ne doit pas seulement se contenter d'une vision financière, on doit élargir la vision qu'on a d'un dossier, d'une entreprise ou d'un projet en intégrant des critères ESG. Donc, pour simplifier, les critères ESG, pour nous, Vision Bancaire, c'est la traduction d'une stratégie qui intègre la RSE au monde de la finance. Et on est vraiment sur de résultats à l'instant T, des critères et des indicateurs comme vous le retrouvez dans la CSRD ou dans la VSME, tout simplement. L'idée, c'est qu'on vienne élargir la vision risque, puisque forcément, les entreprises sont de plus en plus liées à des sujets de dépendance. Ça peut être des sujets d'actualité, comme on a aujourd'hui sur la géopolitique, mais ça peut être des sujets risques liés, par exemple, au risque de transition, si je ne m'adapte pas. Ça peut être des sujets liés au risque aussi physique, donc tout simplement les risques physiques qu'on connaît, la sécheresse, l'inondation. Ce n'est pas forcément seulement physique sur moi, mon entité à l'instant T. Ça peut être des risques physiques liés à ma chaîne de valeur et du coup qui remettent en question mon accès aussi à certains matériaux ou à certaines ressources qui sont essentielles en fait à mon business et à mon activité. L'objectif derrière ça, c'est qu'on n'est pas là pour faire du contrôle, on est vraiment là pour anticiper. C'est vraiment une vision risque, ces sujets-là. Et l'idée, c'est de limiter les risques. Donc, plus on anticipe et plus on a le temps, entre guillemets, de s'y préparer et de faire sa transition et de s'adapter. Nous, en tout cas, au Crédit Agricole des Côtes d'Armor, on ne traite absolument pas le sujet sous l'angle de la contrainte et c'est vraiment pas ce sur quoi on souhaite aller. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Pour finir, je voudrais juste vous faire un petit parallèle, puisqu'on a souvent une confusion un peu générale sur les sujets. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on parle de ces sujets-là, demain, ce ne sera pas vraiment optionnel. Et ce sera propre en fait à la rigueur et à la proactivité de chacun sur ces sujets-là. Pour bien comprendre, on fait souvent un parallèle avec un étudiant à la fac. Donc, si je prends un étudiant à la fac, je suis inscrit à la fac. En début d'année, je reçois un programme avec un planning de cours, etc. Mais concrètement, il n'y a personne qui m'attend à l'entrée de l'amphi tous les matins pour savoir si j'étais bien présent, si j'ai bien suivi tous les cours. Il n'y a pas, entre guillemets, de checking présentiel qui va dire un tel était présent, l'autre n'était pas présent, donc lui, il va avoir 0 ou -2 dans sa moyenne. Le fait de bien suivre ses cours, d'être présent, de s'entraîner, de réviser, de se faire accompagner par les professeurs, ça, c'est propre à chaque étudiant, à sa rigueur. Si je sais où je veux aller, si mon parcours pro est bien défini, que je veux avancer vite, forcément, je vais m'y mettre, je vais être rigoureux et je vais être sérieux. Si je suis l'étudiant un petit peu fêtard qui se dit qu'il verra ça un peu plus tard et puis qui révisera un petit peu la veille pour le lendemain, ça va être un peu plus compliqué. Dans tous les cas, que j'ai été l'étudiant rigoureux ou pas, je vais devoir passer des examens, donc mes partiels, si je veux espérer passer en 2e année ou obtenir mon diplôme et accéder du coup à une autre école ou à un métier en particulier. Forcément, l'étudiant rigoureux, ça va être plus facile pour lui. La partie examen, entre guillemets, ne sera qu'une formalité, donc il va pouvoir avancer vite dans son projet et dans les meilleures conditions. L'étudiant qui a été un petit peu fêtard, qui a retardé, qui a repoussé,
ça va être un peu plus compliqué. Donc, soit il va passer de justesse un petit peu la première fois, soit il va devoir redoubler son année, aller au rattrapage ou peut-être se réorienter. Donc, il prend du retard. Et ça, ce que vous avez au milieu, ce qu'on appelle la partie ESG, c'est ce qui va arriver par les grands donneurs d'ordre, que ce soit vos clients, vos fournisseurs ou les partenaires bancaires, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre en compte ces risques extra-financiers de plus en plus pour limiter nos propres risques aussi. Toute la partie que vous avez là, suivi pédagogique et on va dire rigueur continue, ça c'est propre à l'étudiant comme c'est propre à l'entreprise. C'est simplement la stratégie que vous choisissez de mettre en place ou pas dans votre entreprise et le fait d'intégrer ces sujets-là dans le pilotage quotidien, dans les choix qui sont faits, dans le développement. L'idée, c'est de réduire ces risques, d'anticiper les sujets et d'avoir le temps d'adapter sa transition puisque plus on attend, plus ça va être complexe, et plus on attend, plus ça va coûter cher. Donc, on est vraiment dans un sujet d'anticipation et d'amélioration continue. On ne veut pas y aller par la contrainte. Il faut vraiment le voir comme une opportunité aussi de business, de développer des nouveaux marchés et de résilience pour l'entreprise. Tout ça pour vous dire que dans tous les cas, la partie ESG ne sera pas optionnelle, quel que soit demain le partenaire avec qui vous travaillerez ou la banque avec qui vous travaillerez. On devra tous avoir une vision risque 360 et ça paraît évident, hein, aussi bien pour la robustesse de l'entreprise que pour la sécurité de nos portefeuilles. Au-delà de ça, tous les choix que vous allez faire au quotidien, la proactivité et l'intégration de ces sujets-là dans votre pilotage d'entreprise est propre à vous. Ce qu'on a qui est un petit peu différenciant ou spécial Crédit Agricole des Côtes d'Armor, c'est qu'au-delà d'être bien sûr dans nos obligations réglementaires sur la vision risque au moment d'un financement ou d'une entrée en relation, on propose à nos clients entreprises de les accompagner aussi sur la stratégie de leurs entreprises et l'intégration de ces sujets-là dans le pilotage quotidien. Donc, je vous invite, d'ailleurs, si vous êtes suivi au Crédit Agricole des Côtes d'Armor, à solliciter votre chargé d'affaires, puisqu'on a la démarche Perspective 360 qui est gratuite. Hein, c'est du conseil qu'on propose, qu'on intègre à nos métiers. On fait évoluer aussi nos métiers vers ces sujets-là pour les intégrer. Pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement et ne pas attendre le contrôle, entre guillemets, le jour où ça arrivera. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Héloïse, c'était très clair. Il y a juste une question de Victor. Donc, bonjour, disposez-vous de prêts à impact? Si oui, comment sont construits les KPI? Et quels gains une entreprise peut-elle en retirer? Point de base, taux, etc. Et c'est un petit peu lié aussi à la question que je voulais te poser. Aujourd'hui, ces principes-là sont en place ou il y a déjà une partie qui est déjà en place et ça va augmenter avec le temps? Alors, pour répondre à la première question, donc oui, on a un prêt à impact qui est au niveau des KPI, en fait, ils sont définis avec l'entreprise, donc ça va vraiment être propre à l'entreprise. Ça, c'est défini vraiment avec le chef d'entreprise, le chargé d'affaires et la personne qui est en charge des prêts à impact chez nous. Et bien sûr, l'idée du prêt impact, c'est que quand on atteint des objectifs, en termes de points de base et de taux, on s'améliore dans le temps comme un prêt impact classique. Donc ça, on en a. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à solliciter votre chargé d'affaires. Pour la deuxième question sur les principes plutôt, donc la vision risque et l'analyse ESG dans le cadre de l'octroi et de l'entrée en relation. Donc chez nous, c'est en place sur le marché des entreprises, c'est en place sur le marché de l'agriculture et ça va se mettre en place sur le marché des professionnels. Donc juste pour vous expliquer notre segmentation, le marché des professionnels, ce sont vraiment les TPE qui font moins d'1,5 million de chiffre d'affaires. Le parti pris du Crédit Agricole, c'est qu'on n'est vraiment pas dans la contrainte. Donc aujourd'hui, on récolte et on réalise des analyses ESG. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'instant T, dans nos politiques crédit, quel que soit le résultat de l'analyse ESG, même si elle est obligatoire, elle ne pèse pas dans nos conditions d'octroi. Ce que je vous disais, c'est qu'on a obligation d'avoir l'information, mais aujourd'hui, ça ne va pas peser dans la condition d'octroi, tout simplement parce qu'on veut être déjà dans une première phase de veille, d'éveil et de sensibilisation sur les sujets, et pas d'aller tout de suite sur la contrainte. Et d'être plutôt dans l'accompagnement vraiment sur ces sujets-là, et commencer petit à petit à faire prendre conscience en fait, à tout le monde que ça va arriver, mais qu'on
on prend un petit peu le temps pour s'y mettre et on essaye au maximum d'être accompagnant, en tout cas, sur ces sujets qui ne sont pas toujours évidents. Très bien. Merci beaucoup, et oui, c'était limpide. Avec plaisir. Régis, Noël, je vous repasse la parole. On va parler accompagnement et décarbonation. Oui, donc merci Arnaud, merci Héloïse. Donc là, on a bien vu effectivement qu'il y a des grands enjeux en termes de visibilité et de pertinence auprès des banques pour les financements. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter rapidement en quoi ou comment on peut mettre en place des démarches, en fait, sur des critères ESG et principalement sur la décarbonation. Donc effectivement, il faut partir d'une ambition avec une vision et puis un objectif. Ça, c'est la base, avoir des objectifs. Il y a aujourd'hui je dirais un outil ou une méthode qui s'appelle Acte pas à pas, donc qui a été créé en 2021 par l'ADEME. Donc l'idée là, c'est de vous présenter un parcours de transition bas carbone. Donc la méthode Acte pas à pas permet de bâtir une stratégie de décarbonation. Et en amont, vous avez effectivement le bilan carbone qui est l'audit, mesure des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise. Donc, la première étape, si vous voulez rentrer dans un dispositif acte pas à pas, c'est de faire avant un bilan carbone qui est au moins de 2 ans. Donc là, on est effectivement sur un bilan carbone qui s'applique en 6 étapes. Donc, ces 6 étapes, elles se font entre 6 à 8 mois. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la nouvelle version bilan carbone, il y a 3 niveaux de maturité de bilan carbone. Donc, une fois que vous avez fait ce bilan carbone, ou même s'il est déjà fait, on peut partir effectivement sur une stratégie de décarbonation, sachant que dans le bilan carbone, on prend en compte effectivement tous les scopes et toutes les catégories. Donc, la deuxième étape, qui est d'aller vers une stratégie de décarbonation, c'est avec la méthode acte pas à pas. On verra après plus précisément dans le détail en quoi elle consiste. Il y a 5 étapes. Donc, on part bien d'une situation actuelle, une vision à 360 sur les enjeux et défis de l'entreprise par rapport à son environnement. Quels sont les risques? On parlait de transition. De là, on bâtit une vision. Quel est l'objectif? La vision en termes d'objectifs et de cibles à atteindre en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va travailler sur des stratégies et donc des plans d'action. Et là, je laisse la parole à Nolwenn qui va présenter plus précisément l'opération collective Pacte Industrie. Ouais, merci Régis. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait vous partager, c'est qu'avec Bretagne Next et plus particulièrement la filière maritime, on monte ce qu'on appelle une opération collective. Donc dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle un porteur de projet qui est donc Bretagne Next. L'idée, c'est de recenser une dizaine d'entreprises qui souhaitent aller sur une démarche de décarbonation et d'avoir du coup un accompagnement à la fois individuel et collectif sur une durée de, dans ce qui est recommandé, c'est 12 à 18 mois. Et ce sera en partenariat donc, avec l'ADEME, avec des subventions possibles de leur part. Le choix qu'on a fait avec Régis et Bretagne Next, c'est d'aller sur cette méthode acte pas à pas. Donc, il y a un accompagnement sur 12 à 18 mois. Donc là, on l'étalerait sur globalement 18 mois entre début 2027 et mai 2028, qui est la date d'échéance côté ADEME pour la finalisation des accompagnements. Et ce qui laissera le temps sur 2026 de pouvoir faire les bilans carbone éventuellement qui seraient manquants, puisque le prérequis pour entrer dans cette décarbonation, c'est d'avoir un bilan de gaz à effet de serre qui a moins de 2 ans, comme l'évoquait Régis juste à l'instant. Donc cette méthode, Régis vient de l'expliquer, elle se déroule en 5 étapes. Et on va vraiment, donc on retrouve aussi les briques évoquées dans la CSRD tout à l'heure avec cette notion de stratégie d'intégration vraiment globale dans l'entreprise. Dans la méthode ACT, vous le voyez sur les modules là, qui sont indiqués sur la droite, il y a à la fois le côté décarbonation pure qu'on va chercher au niveau à la fois du matériel, mais à la fois aussi du fonctionnement de l'entreprise.
mais ça va également sur la partie management, comment est-ce que c'est diffusé au sein de l'entreprise, donc sur la partie RH, et aussi sur la notion de chaîne de valeur et de partie prenante. Donc, il y a aussi on regarde aussi les liens avec les fournisseurs ou les clients, par exemple. Donc, c'est vraiment une méthode qui s'intègre au niveau de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est une proposition c'est le macro-planning qu'on envisage là aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, là, notre objectif, c'est de déposer le dossier auprès de l'ADEME courant du mois de mai. Donc, ça veut dire une identification des entreprises là sur le mois d'avril. Pour ensuite se laisser le reste de l'année 2026 pour l'aspect administratif et pour faire les bilans carbone, les bilans de gaz à effet de serre qui seraient manquants. Pour ensuite démarrer le projet par un temps collectif en janvier 2027 et ensuite d'alterner à chaque fois un temps d'accompagnement individuel et un temps en collectif où il y aura du partage d'expériences, des apports peut-être de témoignages, voilà, l'idée de vous apporter aussi plus. Et donc, ça s'étalerait, comme je le disais, jusqu'en mai 2028. Pour l'aspect financier et pour la partie subvention de l'ADEME, ils ont catégorisé les entreprises sur les seuils classiques, mais qu'on a repris ici. Donc, pour les moins de 50 salariés, donc pour les micros et les petites, les deux premières lignes, l'ADEME l'ADEME peut fournir une subvention jusqu'à 80% de l'accompagnement et 80% du coût de la formation, puisque pour la méthode acte pas à pas, ça nécessite qu'une personne en interne soit formée à la méthode pour pouvoir la faire perdurer après l'accompagnement. Donc la formation, c'est 1 000 € à prévoir, donc avec éventuellement 80% qui peuvent être pris en charge. Pour les moyennes structures, c'est-à-dire plus de 50 mais moins de 250 salariés, c'est 70% pour l'accompagnement et 80% pour la formation. Et pour les plus grandes entreprises, donc au-delà de 250 salariés, on est sur 50 ou 60% de subventions sur l'accompagnement. Ça dépendra là du secteur d'activité, si c'est une entreprise industrielle ou tertiaire. Et c'est 40% de prise en charge pour la partie formation. Du coup, en dessous, c'est deux exemples chiffrés avec donc un bilan carbone pris en charge, un bilan carbone dans le cadre de la décarbonation BPI. C'est un forfait de 10 000 € de prestations avec du coup une subvention BPI qui est fixe, qui est de 4 000 € uniquement pour les moins de 250 salariés. Et il y a éventuellement la FIN. Alors là, Régis, je te laisse peut-être en dire un mot sur côté FIN, comment ça se passe. En fait, aujourd'hui, il y a une opération nationale de la FIN qui a un objectif de réaliser 30 bilans carbone. La FIN, c'est la Fédération des industries du nautique, du nautisme. Et en fait, l'idée, c'est de réaliser des bilans carbone sur 2026. Mais alors, pour bénéficier la FIN a eu un dette de fonds maritime qui permet effectivement d'abonder encore à 2 000 à 3 000 € pour l'aide du bilan carbone, co-réalisé avec la BPI. Et pour avoir cet abondement, pour avoir cette aide, en fait, il faut être adhérent de la FIN. Donc ça, c'est important, c'est la condition sine qua non. Donc, si une entreprise du nautisme souhaite réaliser un bilan carbone accompagné avec de nom du sens en Bretagne, donc en Bois de l'Oued, c'est possible en faisant la demande, effectivement. La FIN vérifiera votre éligibilité et vous serez adhérent de la FIN. Il faudra payer une adhésion auprès de la FIN, mais vous pourrez réaliser un bilan carbone avec une aide intéressante, effectivement, à la hauteur de 4 000 pour BPI et 3 000 pour la FIN. Donc ça, c'est pour la partie bilan carbone. Et ensuite, donc pour ceux qui l'auraient, du coup, uniquement pour les sociétés qui n'auraient pas de bilan carbone de moins de 2 ans. Et ensuite, donc la méthode acte pas à pas, là, c'est des enveloppes budgétaires qui sont identifiées aussi auprès de l'ADEME. Donc là, ce serait par exemple 25 000 ou 30 000 € d'accompagnement avec une subvention de l'ADEME qui peut aller jusqu'à 20 000 € pour 25 000 € d'accompagnement. Ce qui fait un reste à charge, si on le ramène en mensuel, ce qui fait un reste à charge équivalent à 300 € par mois pour une petite structure ou pour une moyenne à 530, donc voilà, soit 5 000 € ou 9 000 € sur cette partie décarbonation
qui vous permet après d'anticiper, comme évoquait Héloïse tout à l'heure. Du coup, en termes de rétro-planning, on l'a un petit peu évoqué. Là, l'idée, c'est de déposer les dossiers. Donc, la date butoir arrive là sur la fin du 2e trimestre avec une logique de premier arrivé, premier servi. Donc, potentiellement, si les enveloppes de l'ADEME sont épuisées, en tout cas, il y a une limite qu'il faut anticiper. Sur fin 2026, pouvoir faire les bilans de gaz à effet de serre qui seraient manquants et puis pour démarrer l'accompagnement collectif et individuel à partir de début 2027. Petit message important. Alors, il a été co-construit un guide méthodologique. Il faut savoir que dans la librairie de l'ADEME, vous avez accès à des guides sectoriels, guides méthodologiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, il a été écrit, construit un guide pendant plusieurs mois. En fait, on a travaillé avec Zéphyr, il faut rendre à César ce qui est à César. Zéphyr est un bureau d'études en éco-conception et décarbonation en Vendée. C'est le bureau d'études de David Vaillant qui avait pris l'initiative effectivement de réaliser ce guide avec la FIN. Et on a travaillé avec eux en fait pendant plusieurs mois sur la rédaction de ce guide. Donc ce guide permettra effectivement aux entreprises du nautisme d'avoir, on va dire, un outil pratique pour mettre en place une démarche de décarbonation, notamment le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, moi je pense que c'est fini. On peut passer aux questions, a priori. Ouais. Alors juste, effectivement, on a le bilan carbone qui est une photographie de votre situation d'impact. Et une fois que vous avez fait votre bilan carbone, le pacte industrie consiste à réfléchir ensemble et à vous aider à construire une stratégie derrière. Donc, il y a un côté photo avec le bilan carbone et plan d'action avec le dispositif qui vous est proposé. Et donc, partant de cette dynamique de la Fédération des industries nautiques, on s'est dit qu'il y avait peut-être la possibilité de monter un groupe maritime. Donc, je vais vous mettre mes coordonnées dans le chat si vous ne les avez pas encore. Mais l'idée, c'est bien de monter un groupe d'entreprises, idéalement rester dans le monde du maritime parce qu'on a des problématiques sans doute communes et à échanger un peu tous dans le même secteur. Mais n'hésitez pas à me contacter pour faire partie de ce collectif d'entreprises et de s'engager dans cette partie. Alors, il y a Timothée, où en est-on sur le recrutement des entreprises? Et bien sûr, on va transmettre ça aux entreprises de la propulsion vélique qui font partie de nos cibles, donc nautisme, voile de compétition, transport maritime, enfin tous les acteurs du maritime en Bretagne sont concernés par cette opération. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. On est OK, très bien. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Régis, Nolwenn, c'était très clair. Merci Antoine aussi pour l'explication aussi très claire du début. Héloïse a dû nous quitter, mais c'était aussi très précieux. Je laisse Cyril peut-être finir d'écrire sa question. C'était juste merci aussi. Donc, je vous propose qu'on se quitte. Le prochain Céline Café sera sur les data et les voiles, donc dans un mois. En attendant, on va se retrouver au Salon nautique de Saint-Malo où nous aurons un stand sur les transitions environnementales dans le domaine du nautisme. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur ce stand. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.